Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Un dernier petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Milestone Connect revient pour sa seconde édition le mardi 25 mars 2025 à Annecy, toujours à l'hôtel Novotel Atria. Une journée pour faire le point sur le secteur et anticiper les futures tendances avec les experts et les figures du milieu du trail, mais aussi du temps pour networker. Infos et réservations sur le site Milestone ou sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des plus grands ultra-trailers de sa génération, à la fois grand par le talent et par la taille, avec entre autres 4 UTMB au palmarès, 4 grands raids, la Hard Rock aux États-Unis, le Mont Fuji au Japon, une seconde place à la Western States par le passé et fin 2024, une victoire sur le Tour des Géants. Discret, humble et attachant, il a construit sa vie personnelle et sportive dans un cadre familial et montagnard qui lui est très précieux. Bonjour François. Salut Fred, ça va? Ça va, je te remercie. Nous sommes à la veille de la 39e édition de la Pyramenta au pied de chez toi, puisque tu vois le départ de ta maison à Arèche, dans le Beaufortin. Mais avant tout, comment vas-tu? Et on t'avait quitté après cette fantastique, incroyable victoire au Tour des Géants, un peu chaotique, mais on va pas revenir sur cet épisode. Comment as-tu récupéré de cette aventure de 330 km en un peu moins de 70 heures? C'était un petit peu le stress et le fait que justement j'avais pas voulu la faire plus tôt dans ma carrière, on va dire, parce que j'avais peur de cette récupération, j'avais peur de l'après du tort, j'avais peur justement de me plonger trop dedans et de pas arriver à récupérer derrière. Donc le deal c'était vraiment de donner du temps derrière, de rien faire, de prendre le temps de récupérer. Donc ça tombait bien, j'ai enchaîné tout de suite avec Ultra Spirit derrière, donc j'avais pas le temps de penser trop à moi, ni à l'entraînement, ni quoi que ce soit. Et puis derrière, voilà, je m'étais mis plein de projets un petit peu personnels, familiaux, avec les partenaires aussi, pour prendre plus de presque 3 mois sans rien faire. Donc voilà, jusqu'à mi-novembre, j'ai essayé de sortir de toute logique d'entraînement et de vraiment prendre le temps d'écouter mon corps, d'aller à l'envie, tout ça pour à partir de mi-novembre me dire que voilà, je pouvais remettre les skis, je pouvais retourner sur les sentiers selon les conditions climatiques. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est vrai que mi-novembre, quand tu reprends, c'est très dur. Mais derrière, direct en 15 jours, je trouvais que j'avais une énergie incroyable. Et puis le fait d'avoir vraiment, on va dire, décliné un petit peu volontairement, ça m'a permis de retrouver vraiment de la fraîcheur et des sensations que j'avais jamais eu mi-janvier, début janvier. Donc je suis plutôt très content de cet épisode. Et puis voilà, là on est à l'aube justement, comme tu disais, de la Pyramenta et puis d'une saison estivale qui s'annonce. Et j'avoue que j'ai bien le goût. Donc je pense que ma récupération, elle a été plutôt bonne, mais je regrette pas d'avoir pris ces 3 mois, quoi. Alors pour les gens qui découvrent ce que c'est que de récupérer, comment on récupère concrètement? C'est-à-dire pendant 60 jours, 2 mois entre le 10 septembre à peu près et le 10 novembre, t'as rien fait ou t'entretiens un petit peu avec des balades en montagne, aller aux champignons, aller faire un peu de vélo, te ressourcer ailleurs? C'est quoi concrètement le quotidien? En fait, c'est pas facile. C'est que souvent, quand on prépare un ultra, on pense à la préparation de l'ultra, même longtemps en avance. Maintenant, les gens ils anticipent tout ça. Mais en fait, un ultra, c'est aussi derrière et comment récupérer tout ça et l'après.
parce qu'en fait, il faut se dire que pour faire une course de 70 heures, il y a des moments où on va passer, enfin surtout quand on essaie de la préparer d'une manière un peu intensive comme moi et performante, on va dire qu'il y a des moments où je passais 40, 45 heures en montagne pendant l'été, dans la semaine, à là où tu es censé plus rien faire. Donc là, ça fait quand même un gros trou, gros trou dans ton emploi du temps. Et donc du coup, moi, c'est pour ça que je me mets toujours des projets derrière. Et c'est pour ça aussi que je fais toujours la grosse différence entre la récupération. Enfin, je vois une récupération globale et qui comprend pour moi du coup une récupération à la fois psychologique, mentale et une récupération physique. Et honnêtement, physiquement, le lendemain du Tour des Géants, même par rapport à un UTMB, je descendais les escaliers normalement, je pouvais marcher, je pouvais trotter, j'ai les pieds qui ont un petit peu gonflé, mais honnêtement, rien de dramatique. Une semaine après, je courais à l'Ultra Spirit 20 km sans aucun souci. Donc physiquement, j'ai très très bien récupéré parce que je pense qu'on est obligé sur ces distances-là de garder une certaine marge. On peut pas taper dedans comme j'arrivais à taper aujourd'hui sur un 100 miles ou sur moins. Et donc physiquement, j'ai très bien récupéré. Par contre, mentalement, je savais qu'il me faudrait du temps. Je savais pas les conséquences que ça pouvait avoir aussi au niveau du sommeil, des hormones, de tout ça. Donc j'ai franchement pris le temps de ne pas penser à une logique d'entraînement. Donc si un copain me proposait d'aller faire une sortie vélo, voilà, j'ai 3 enfants, je les emmène à l'école souvent en vélo à pied ou le week-end. De toute façon, on les emmène toujours en balade en montagne. Donc j'ai pas rien fait, comme tu dis. J'ai été aux champignons, je suis monté faire tel ou tel sommet, j'ai fait un peu plus de VTT avec ma femme, j'ai fait des choses comme ça, mais sans jamais prévoir les choses, sans jamais y aller dans une logique d'entraînement en me disant tiens aujourd'hui je vais plutôt faire doucement, aujourd'hui je vais essayer de faire un peu plus vite, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Pendant 2 mois j'ai essayé de me sortir complètement de cette logique d'entraînement et c'est ça ma manière à moi d'avoir récupéré, c'est pas d'avoir rien fait ou de pas être allé en montagne parce que de toute façon j'avais plein de projets autres, j'ai fait des travaux, j'ai fait plein de choses. Donc oui, physiquement j'étais actif, mais en dehors de toute logique d'entraînement, quoi. Alors on va revenir à cette partie ski et trail. On t'a peu vu durant l'hiver sur la partie médiatique, hein, tu es plutôt discret, mis à part sur les skis et puis un petit peu sur les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux, avec cette petite folie hebdomadaire où tu appelais le lundi c'est 4000. Comment as-tu préparé cette Pierramenta? Alors j'ai compté, je crois que c'est ta 15e participation à la Pierramenta, avec déjà 2 6e places. Ça a été quoi la préparation cet hiver? Et ouais, je crois que ça fait 15 ou 16 fois là que je fais la pyramide. Il y a une année où c'était un peu bizarre parce que c'était les championnats du monde, je crois, donc voilà, c'était une seule fois sur un jour. Mais non, bah oui, pour reprendre un peu un peu ta question, c'est vrai que l'hiver, j'aime bien être un petit peu tranquille, un petit peu sur arrêche parce que c'est vrai que l'été finalement je bouge beaucoup entre les camps, les sollicitations, tout ça. Donc c'est vrai que l'hiver, j'aime être assez discret et pas faire essayer de pas faire trop de bruit. Donc je reste, on va dire un peu plus tranquille à la maison, mais pour autant, c'est peut-être là où je fais le plus d'entraînement, le plus de volume, un moment où je prends beaucoup de plaisir aussi avec les amis. On se retrouve quasiment tous les jours, voilà, aller skier dehors, aller jouer sur tel ou tel sommet. Et c'est vrai que pour moi, cette sensation un peu de liberté que j'ai en ski. Alors c'est pas qu'on n'est pas libre en trail, hein, mais c'est vrai qu'en ski, l'itinéraire est jamais le même. Faut faire en fonction des conditions, de la météo, de la neige. On peut aller par 15 chemins différents sur le même sommet et chaque jour est vraiment différent. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très très plaisant le ski de randonnée. Et ça fait maintenant voilà 20 ans que je pratique et je prends toujours autant de plaisir à le pratiquer. Et puis c'est un sport qui est un petit peu porté par rapport à la course à pied, ce qui fait que on a moins de courbatures, donc on peut aussi faire beaucoup plus de volume, beaucoup plus enchaîné. Et c'est rien qu'en termes de dénivelé, voilà, je fais des semaines qui sont très très conséquentes par rapport à l'été. Et je me dis aussi que voilà, c'est là que je construis un petit peu toute ma base et tout mon foncier pour me préparer pour la suite. D'autant plus que voilà, il y a 2 ans, j'avais eu cet accident qui m'a voilà éloigné des skis pendant plus de 2 mois. L'an passé, j'ai dû enlever le matériel chirurgical là, avec 13 ou 14 vis et la plaque. Donc c'était quand même aussi une grosse opération. Donc j'ai pu rattaquer que mi-janvier. Là cette année, voilà, à partir de mi-novembre, je m'y suis bien remis. Et donc voilà, je me suis dit aussi que c'était un petit peu l'année, pas l'année ou jamais, mais l'année où voilà, il fallait que j'en profite de pas avoir de pépins physiques et puis de mettre toutes les chances de mon côté. En plus, on a eu des super conditions de neige là. C'est vrai que voilà, j'ai l'immense chance de pouvoir partir à ski de la maison et c'est ce que je fais depuis presque début décembre où voilà, je peux chausser les skis devant la maison et les enlever devant la maison et je pense qu'à voilà, à 1200 mètres d'altitude, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on a ce loisir-là.
Donc j'en suis très très reconnaissant et vraiment ravi de tout ça. Et donc voilà, là on va voir si ça se concrétise un peu la semaine prochaine sur la Pyramenta. Où voilà, c'est vrai qu'en 2009 j'avais fait 69e avec mon beau-frère Alexis pour ma première participation. Et puis depuis, c'est vrai on a quand même bien progressé. On a fait ensemble, je sais plus, de 2009 jusqu'à 2019, donc on a fait 11 Pyramenta. On est passé voilà de la 69e place à la 6e place. Donc là, on va voir si je suis encore capable de progresser un petit peu. Alors, tu disais, tu as aussi beaucoup fait de dénivelé, puisqu'on parle de dénivelé. Alors, je sais pas si tu peux nous dévoiler combien tu as actuellement au compteur, parce que c'est sans doute au-delà des 100 000 mètres de dénivelé positif, peut-être mettre 200 000. Tu fais équipe cette année avec une référence, quelqu'un qui a gagné, qui a fait deuxième de la Pyramenta, qui l'a jamais remporté, Alexis Sevenek en 2017 avec Kylian. Alexis qui brille aussi en trail avec une victoire à la Mascareigne, une 21e place à l'UTMB en 2024. Vous vous êtes entraînés ensemble. Je sais que vous avez fait la belle étoile du côté du massif de Beldon ensemble, mais est-ce que vous vous êtes un peu plus préparés ensemble cette année? Au-delà de William, de Xavier, avec qui tu peux t'entraîner? Oui, bah c'est sûr que dans le Beaufortin, on a quand même un vivier de coureurs de très très haut niveau. On a une bonne partie de l'équipe de France qui s'entraîne sur Arèche, et puis on a voilà des gens qui sont très très sportif, mais c'est important aussi de s'entraîner avec son coéquipier. Et voilà, comme tu disais, Alexis Sevenek, ça fait l'an passé, on a couru déjà ensemble par équipe. Et voilà, c'est quelqu'un de très discret, très humble, très fort, qui a une approche de la montagne et globale du sport que j'apprécie. On a beaucoup de valeurs communes. On a fait connaissance quand il préparait la Mascareigne et puis ensuite le Grand Raid. C'est vrai qu'il avait beaucoup de questions par rapport à l'ultra trail, qui est une discipline qu'il pratiquait peu, même s'il passait du temps en montagne. Et c'est vrai que sur le format 40, 50, 60 km, voilà, il est moins médiatique, il fait moins de bruit que certains dans le monde du trail, mais je pense que c'est un des rares à avoir concurrencé très fortement Kylian, on va dire, je pense sur des formats skyrolling ou des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est très fort techniquement et qui avait envie de découvrir ce monde de l'ultra trail. Donc on a vraiment sympathisé, on a passé beaucoup de temps à échanger ensemble, à poser des questions, à se remettre en question justement sur l'approche, voilà, comment s'adapter, réduire un peu les incertitudes en ultra trail. Et puis lui, du coup, il voulait aussi me donner le change en me conseillant en ski alpinisme parce que voilà, aujourd'hui, il est entraîneur de l'équipe de France, parce qu'il a un énorme passé dans cette discipline-là et qu'il est très minutieux. Donc moi, ça me faisait beaucoup de bien voilà, d'avoir cet apport-là aussi. Donc voilà, je pense qu'on va faire une équipe sans pression, qui est contente d'aller en montagne. Et puis effectivement, là, on a passé quelques journées ensemble à s'entraîner. On s'est fait un petit lundi tous ensemble où on était plus d'une dizaine de coureurs là avec Xavier, William. On allait faire le tour de la Pyramide justement, basculer en Tarentaise, revenu par la brèche de Parozan. Voilà, des journées de 6-7 heures en montagne à 7-8 coureurs. C'est quand même pas souvent qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Donc non, c'était vraiment une chouette préparation. Alors justement, tu les as cités, ces coureurs. Tu as parlé du parallèle entre le ski et le trail, puisque toi, tu as servi de conseiller à Alexis et ça a été aussi réciproque. Tu côtoies tous ces gens-là. On voit souvent, on va les voir encore dans quelques jours, que ce soit Cathy Chaille, que ce soit Germain Granger, que ce soit Arthur Joyeux-Bouillon, que ce soit Aurélien Dunant-Palaz, toi, Ludo Pomeray, bien sûr. Vous faites tous du ski alpinisme l'hiver, on voit que ça vous profite. Par contre, les skieurs alpinistes font très peu de trail en compétition, quelques verticales parfois l'été pour s'entretenir. Comment tu expliques que vous soyez très fort et polyvalent sur les deux disciplines, mais que les skieurs alpinistes ne s'essayent pas plus, n'aillent pas plus sur le trail, même sur des formats courts? Alors après très fort et polyvalent, tout est relatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, je pense que voilà, j'ai atteint un assez bon niveau en ski de randonnée, mais voilà, c'est quand même un format qui est le ski alpinisme aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les équipes, tout ça, c'est quand même des choses un peu différentes. Mais voilà, sur 1 heure et demie, 2 heures de course, il y a quand même un énorme fossé aujourd'hui encore entre Xavier, William et moi, pour les citer juste deux. Par contre, c'est vrai qu'il y a voilà, il y a beaucoup de trailers qui se mettent au ski de randonnée. Moi, j'ai la chance de m'entraîner quasiment quotidiennement avec Simon Gosselin, qui est aussi entraîneur, donc avec qui on parle beaucoup justement de cette approche croisée, le fait d'aller en montagne, le fait de s'adapter. Voilà,
avant de m'entraîner avec Simon, je m'étais aussi beaucoup entraîné avec Jim ici, et puis ensuite Simon s'entraînait avec Jim quand moi j'étais blessé. Et je pense que plus que le fait de faire du ski, de pouvoir faire des heures et du dénivelé en montagne, c'est aussi une discipline qui oblige le corps à s'adapter à la montagne, à comprendre les conditions, à voir comment il fonctionne dans le chaud, dans le froid, à passer longtemps dehors. Et tout ça, c'est de l'énergie qu'on perd et qu'on passe effectivement à jouer dehors, mais c'est quelque chose qui est hyper important lors de l'ultra trail. Et voilà, tous les coureurs que tu citais tout à l'heure, de Ludo à Aurélien, qui cette année je crois pas sera sur la Pyramenta, mais qui passe pareil beaucoup de temps dehors. C'est des gens qui finalement, quand on va les mettre sur un ultra trail où il faut s'adapter, où il y a des conditions compliquées, c'est des gens qui vont passer à travers les gouttes et qui vont s'en sortir pleinement. Parce qu'en fait, l'hiver, quand on bascule d'une face ensoleillée à 10 degrés à une combe nord où il y a 40 km/h de vent et qui fait -15, c'est des deltas de température qu'on trouvera jamais en ultra trail. Donc quand on sait faire l'hiver, en fait, on sait aussi faire l'été. Et je pense que ça, c'est vraiment un plus et hyper important pour les trailers. Après, pour les skieurs alpinistes, c'est vrai que pour eux, la Pyramenta, c'est la chose la plus longue qu'ils aient à faire. Et nous, c'est la chose la plus courte qu'on a à faire dans notre saison. Donc c'est complètement différent. Et c'est vrai que pour eux, ce serait encore autre chose d'aller jouer sur un ultra trail ou même sur un 50 km parce que c'est une préparation complètement différente. Que nous, on va dire, préparer une Pyramenta, c'est assez complémentaire. Alors moi, je pousse le vice, oui, à faire 2-3 verticales, à faire quelques courses plus courtes. J'ai même fait des Coupes du Monde avant d'être blessé, là, il y a 2-3 ans. Mais c'est plus dans une optique de préparation pour l'été. Et moi qui ai la chance de pouvoir courir avec tous ces skieurs l'été comme l'hiver, même s'ils font pas de course, je peux t'assurer que sur les arêtes et puis sur les trails de 3, 4, 5, 6 heures, faut pas les embêter non plus. Et s'ils sont forts sur les skis, ils sont aussi très très forts dans les baskets, quoi. Alors on va passer à un autre volet, plutôt ta carrière, mais est-ce que juste tu peux nous dire si ou pas, le nombre de dénivelés que tu as au compteur là au début mars avant la pierre? Honnêtement, c'est pas trop le genre de choses que je calcule, d'autant plus que là, les gens sont tellement sur les datas que moi, je fais exprès de pas trop l'être. Mais oui, non, enfin voilà, c'est vrai que souvent, je suis autour de 15 000 mètres de dénivelé par semaine, entre 12 et 15 000 mètres. Donc, on va dire que depuis mi-décembre, ça fait 3 mois. Voilà, ça fait quelques mètres de dénivelé. On va dire que je sais pas, moi, ça doit faire 50, 60 000 mètres par mois à peu près. Donc sur 3 mois, tu vois, ça fait peut-être 180 000 mètres à peu près. Pas mal, pas mal. Ceux qui, pratiquent de façon, loisir vont se rendre compte de du volume que ça représente, parce que c'est vrai qu'il faut quand même en enfiler des kilomètres et des mètres en peau de phoque. Je vais revenir sur ta carrière, François. Tu es né à Lille, tu as très vite vécu du côté de Chambéry, pratiqué l'athlétisme. Les gens le savent peut-être pas, mais tu es un pur produit de l'athlétisme au départ. Tu as ensuite fait des études de kiné. Tu as travaillé en Lozère d'ailleurs, où tu avais participé au Lozère Trail et Philippe Miquel m'avait parlé de toi dès 2010, je crois, avait été surpris de tes performances. Puis de 2012 à 2021, vous montez avec Carline, ta femme, un double projet à la fois d'être viticulteur, de reprendre une exploitation familiale dans le Beaujolais, mais aussi toi d'être professionnel, de vivre de la discipline, de faire du trail. Vous arrêtez cette exploitation viticole il y a 4 ans. Vous vous installez dans le Beaufortin, où vous vivez désormais. Qu'est-ce que tu retiens de ces diverses expériences, que ce soit la partie kiné, puisque tu es diplômé en kinésithérapie, mais aussi de la partie viticole? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté plein de choses. Enfin voilà, aujourd'hui la partie kiné, c'est vrai que c'est quelque chose dans laquelle je suis enfin pas confronté, mais je baigne dedans un petit peu au quotidien parce que les sportifs, ils ont toujours un petit peu mal quelque part, donc on est toujours en train d'en parler, d'essayer de se réadapter. Et puis voilà, kiné, ça va du début de la blessure jusqu'au moment où on est au sommet de sa forme en compétition, hein, donc c'est un peu notre quotidien à tous. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien, puis que j'associe justement à la Lozère où on a passé des superbes années. La partie viticole, c'est pareil, hein, j'apprécie beaucoup le fait de boire un verre de vin avec des amis, mais on se rend pas compte tout ce qu'il y a derrière en fait un verre de vin et une bouteille de vin. C'est un métier qui est hyper complet du début à la fin. Donc quand on apprend à toucher le sol, à regarder la vigne, à la tailler, à jouer avec les saisons, le côté commercialisation, design,
La communication, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais surtout, en fait, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours eu besoin, moi, d'avoir des projets à côté. Donc maintenant, il y a Ultra Spirit. Entre-temps, voilà, il y a eu les 3 enfants bah, qui sont toujours là, mais c'est un petit peu peut-être moins chronophage que quand ils avaient 2 ans. Et quoique. Mais c'est vrai que ce que je me rends compte, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose à côté. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde dit, voilà, enfin j'aimerais être sportif professionnel, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. On parle des jeunes, on parlera des jeunes et puis on en parlera toujours à côté. C'est vrai qu'en fait, on n'est pas tous capables. Enfin moi en tout cas, je suis pas forcément, j'aurais pas été capable et c'est pas forcément quelque chose d'évident et de facile à gérer de se consacrer uniquement à soi et d'être entièrement sportif professionnel et d'avoir cette à côté, cet équilibre, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors oui, comme tu dis, j'ai basculé de kiné à vigneron, ensuite ultra spirit. Entre-temps, il y a eu les enfants. Je m'investis beaucoup, beaucoup auprès de mes partenaires. Je passe beaucoup de temps avec eux. J'essaie de jouer un petit peu le jeu des médias. Mais en fait, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'enlève une certaine pression. Ça m'occupe aussi la tête, l'esprit. Je suis quelqu'un qui est toujours actif et le fait d'avoir quelque chose à côté, d'avoir autre chose que moi à penser, que faire du sport, c'est quelque chose d'hyper important et c'est surtout ça que voilà que je retiens et que j'essaye de dire aujourd'hui et j'en parle beaucoup justement avec beaucoup de jeunes dont le seul but ou ce rêve c'est justement d'être en équipe de France ou d'être sous tel partenariat ou d'être sportif pro et d'avoir plus que ça à penser. Je leur dis oui, ça peut être une chance, mais pas que quoi. Et il faut quand même bien faire la part des choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah voilà, moi t'as connu mon premier contrat avec Jean-Michel Fort-Vincent et Salomon en 2009 ou 2010. Clairement, c'est pas du tout ça qui me permettait de vivre, et c'était plus un accompagnement. Et de toute façon, même si ça m'a permis de vivre, on en a déjà parlé plusieurs fois, j'aurais pas voulu faire le pas et j'aurais pas voulu le faire parce que justement, je voulais conserver quelque chose à côté et je voulais être sûr bah, de pouvoir retourner dans mes activités, de conserver mon équilibre avant de faire que ça. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que je retiens, quoi. On parlera un petit peu plus tard justement de cette divergence de ta vision des jeunes aujourd'hui dans le monde du trail. Juste, je voulais revenir aussi sur ces 20 ans, 20 ans que tu as accroché ton premier dossard. Je crois que c'était du côté de Pralognan-la-Vanoise avec Silver Bonnet et le Tour des Glaciers de la Vanoise. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà fait avec ton père à cette époque-là, parce que je sais que tu aimes bien faire des courses avec ton papa. J'ai vu jusqu'en 2019, selon les indices et les statistiques ITRA, tu faisais entre 4 et 6 courses majeures par an. Depuis le 2021 et ton installation dans le Beaufortin, tu as réduit en gros entre 1 et 2 gros objectifs par an. Est-ce que c'est la recette pour performer dans la durée? Et est-ce que c'est aussi la recette pour se préserver et se ressourcer mentalement et physiquement? Bah, le nombre de courses, oui, clairement, pour moi, c'est clairement une recette parce qu'il faut jamais négliger l'impact d'un dossard. Alors après, comme tu le disais, voilà, je faisais entre 4 et 6 courses par an, je pense en moyenne à peu près. Mais par contre, j'avais 2 objectifs. J'ai toujours eu 2 ou 3 objectifs grand maximum majeurs par an dès 2009. Seulement, par exemple, pour préparer un 100 miles, eh ben, j'allais monter doucement en puissance avec un 40 km, un 70 km, et ensuite aller sur mon 100 miles, qui était mon objectif majeur. Mais c'est vrai que voilà, je me forçais un petit peu à m'aligner sur des 40, des 60 km pour conserver une certaine vitesse, pour essayer de conserver, enfin, de faire des courses aussi pour acquérir une certaine routine, relativiser la pression, tout ça. Et voilà, plus ça allait, plus je me connais, moins j'avais besoin aussi d'aller faire ces courses qui sont quand même énergivores, qui prennent du temps, et d'autant plus quand tu fais beaucoup de déplacements et tu as des enfants. Donc c'est vrai que maintenant, voilà, j'essaie de faire 1 ou 2 courses de préparation grand maximum avant un objectif, ce qui fait que voilà, si j'ai deux gros objectifs, 3 gros objectifs dans l'année, en tout, ça va me faire aller 5 courses, 6 courses maximum dans la saison. Et je pense que c'est déjà énorme pour un ultra trailer. Et si on veut durer un petit peu dans le temps, et malheureusement, ben voilà, toi qui est un petit peu comme moi, qui est depuis quelques années dans la discipline, parce qu'on a plus 20 ans, on sait que des coureurs qui étaient là en 2010 et qui performaient et qui avaient l'envie qu'on a aujourd'hui sur une ligne de départ, il y en a plus beaucoup malheureusement. Et encore là, on parle de 15 ans, mais même à échelle de 5 ans, bah, il y a quand même pas mal de coureurs qui disparaissent parce qu'ils en font, ils en font, ils en font, ils en font.
Et malheureusement, au bout d'un moment, bah, soit le corps, soit la tête ne veut plus et on passe à autre chose. Et c'est vrai que moi, mon but principal, c'est de pouvoir continuer de courir et l'objectif de chaque année, avant de me fixer un objectif tel qu'il est, c'est d'attaquer la saison avec toujours la même envie, la même motivation et la même fraîcheur. Et j'espère bien, voilà, être encore là dans 4-5 ans, même si peut-être qu'un jour je performerai moins, d'avoir en tout cas le même goût d'aller jouer dehors tous les matins, quoi. Alors on se connaît depuis quand même quelques années, on suit ton palmarès. En 2014, tu signais un triplé, presque historique sur, 3 courses majeures, le Mont Fuji, suivi de l'UTMB et le Grand Raid de la Réunion, fin octobre. Est-ce que ça reste une de tes plus belles saisons? Heu, oui, après sans dire que c'était facile, mais c'était plus dur pour moi d'aller décrocher un premier UTMB, par exemple, en 2012, d'aller décrocher, une Diagonale des Fous en 2013 et ensuite d'arriver en 2014 en me disant: «Bon, bah, voilà, j'ai déjà gagné, le Tour du Mont Blanc, j'ai déjà gagné la diagonale, tiens, si j'essayais d'enchaîner les 2». Aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui me disent: «Ah ouais, mais toi, tu avais bien fait, diagonale plus UTMB, en plus, tu avais gagné les 2». Je dis: «Oui, mais dans quel état d'esprit j'étais au départ de tout ça? Comment je l'ai fait? Est-ce que c'était, le challenge d'une vie? Est-ce que je l'ai fait plusieurs fois? Qu'est-ce que j'en retiens?» Aujourd'hui, ça paraît normal aux gens de faire l'UTMB et puis de se dire: «Bah, tiens, je me réaligne, 1 mois et demi plus tard à la diagonale des fous, tiens, il y en a qui l'ont fait, qui ont même gagné les 2, c'est faisable». Oui, c'est faisable, mais comme je te disais, parce que dans quelle optique j'y étais, pourquoi. Le Mont Fuji, il était quand même au mois d'avril, donc j'ai quand même eu le temps de récupérer entre temps. Et puis voilà, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau et le challenge que je m'étais lancé. Et pour arriver à ce challenge-là, il m'avait fallu 10 ans de préparation, quoi. Donc oui, c'est une très très belle saison, mais c'est pas forcément une saison que je recommande. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est que moi, elle arrivait à un moment de ma vie, de ma carrière, où j'avais envie de tester autre chose, j'avais envie de faire autre chose. Ensuite, voilà, enchaîner l'UTMB et la Diagonale des Fous, c'est pas forcément la chose que je recommande. Et puis je trouve que d'ailleurs, voilà, on a le temps dans une carrière, donc c'est presque un peu dommage de prendre ce risque-là et que le corps derrière, faut quand même se dire qu'il a besoin de récupérer, quoi. Sur cette, carrière, tu en parlais, très complète, qui est pas encore, au point de s'arrêter. Aujourd'hui, tu es aussi axé sur des projets personnels. Tu aimes bien faire des projets aussi familiaux. Tu as annoncé ta participation à l'UTMB 2025, fin août. Quand on en a gagné 4, qu'on a quasiment tout gagné, les gros événements, sur la planète. Tu as aussi gagné en Australie, tu as gagné, à Hong Kong, tu as gagné, en Chine. On vient chercher quoi de plus sur un UTMB et on y vient avec quelle motivation? Bah, je cherchais quelque chose de plus, pas forcément. Après, c'est plus que, bah, voilà, l'UTMB, c'est quand même une course, qui m'a un petit peu fasciné au début, qui m'a fait aussi plonger un peu dans l'univers de l'ultra. Parce que j'adorais, moi, l'aventure, l'ultra, mais je savais même pas que ça existait des trucs comme ça. Donc voilà, moi j'ai été en tant qu'étudiant kiné et puis j'ai vu un Vincent Delbar, un Christophe Jacquereau là qui arrivait dans le bunker à Champey et je disais mais ils ont déjà couru combien de temps là? Ils font tout en une fois, ils vont aller jusqu'à Chamonix. Je me disais mais c'est génial ce truc. Et puis bah voilà, l'année d'après j'avais 20 ans et je me suis inscrit à la CCC parce que j'avais pas le droit de m'inscrire à l'UTMB. Et donc c'est vrai que c'est pour moi quand même un souvenir de se dire c'est un truc incroyable cet ultra. Alors maintenant il y en a plein des ultra trails, mais c'est que celui-là il garde quand même une place particulière on va dire au fond de moi. Et puis bah voilà, le parcours est quand même magnifique. C'est moi le Mont Blanc, je le vois tous les jours dès que je pars de la maison un peu en hauteur. Et c'est vrai que bah voilà, c'est une boucle qui est assez fascinante. Mais je sais aussi bah, l'énergie que ça prend, l'envie que ça demande quand tu es au départ, l'excitation qu'il faut. Et souvent les gens ils me disent mais voilà, nous ce qu'on voudrait, enfin pourquoi tu vas pas tous les ans à l'UTMB, les cyclistes ils font bien le Tour de France tous les ans tout ça. Mais je leur dis mais parce que justement nous notre discipline c'est pas le cyclisme. On fait 24 heures d'effort dehors. Il y a de l'adaptation, il y a d'autres choses, ça a rien à voir avec le cyclisme. Et justement, notre chance, c'est pas de devoir faire la même épreuve tous les ans. Donc c'est vrai que bah, moi, je me suis toujours battu contre ça. Et j'essaie de me battre contre ça auprès des partenaires, auprès de tout le monde, et essayer de vendre ça. Et de dire, bah voilà, moi j'ai fait ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de le gagner 4 fois, c'est parce que j'y étais en 2014. J'ai attendu 3 ans pour y retourner en 2017. J'ai attendu 4 ans pour y aller en 2021. Et j'espère cette année pour être en pleine forme au départ en 2025. Donc à chaque fois, je laisse 4 ans. En 4 ans, t'as le temps
de changer, de retrouver un nouveau souffle, une énergie, d'accumuler des blessures, des moments difficiles. Et en 4 ans, tu te retrouves au départ dans une optique complètement différente que si tu y retournes l'année où tu as gagné l'année d'avant. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait voilà la fraîcheur, qui fait le fait qu'on s'essouffle pas et qui fait la magie de ce sport-là à mes yeux, quoi. Et justement, alors quelles seront tes autres courses de préparation une fois que la saison de ski sera terminée? Tu vas rechausser les baskets avec un dossard à quel moment et à quel endroit? Et bah, du coup, ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'après 2014, en fait, c'est une saison qui a été été chronophage pour moi parce que bah, du coup, elle a commencé avec le Mont Fuji en avril et elle s'est terminée après la Diagonale des Fous en octobre. Et en fait, cette année-là, je me suis rendu compte que bah, j'avais clairement fait une très très belle saison. D'un point de vue bah, médiatique, ça m'a apporté énormément. Partenaire, j'ai gagné 3 grosses courses, j'ai gagné l'Ultra Trail World Tour. C'était top, mais je me suis rendu compte aussi que j'avais pas eu le temps de m'entraîner avec mes copains. J'avais pas pu aller en montagne, j'avais fait aucun projet avec eux, que j'avais eu moins de temps aussi pour m'occuper de ma famille. Et je me suis dit qu'en fait, si je continuais à ce rythme-là, j'allais foncer dans le mur. Et donc à partir de là, j'ai dit voilà, moi je vais continuer à courir. Par contre, je vais plus avoir 3 objectifs par an, j'en aurai 2 gros maximum, ou alors à voir comment ils sont espacés. Mais par contre, je vais ajouter un projet personnel chaque année, un projet voilà qui va tourner autour de la montagne et du trail, mais sur lequel je veux y aller avec mes amis, avec ma famille, construire le truc à ma façon, jouer avec les cartes. Ce que j'aime moi aussi en montagne et ce que je veux surtout pas oublier et omettre. Donc à partir de là, voilà, je suis parti en Équateur, j'ai fait le GR20, je suis allé faire le John Muir Trail, on a fait un bout du Pacifique Crest Trail, j'ai fait Serponçon avec 2 copains à qui j'ai fait découvrir l'Ultra Trail. Enfin voilà, tous les ans j'ai fait des projets comme ça. Et donc cette année, voilà, je vais essayer de retourner aux États-Unis, faire un projet qui s'appelle le Nolans, qui relie 14 sommets de 14 000 feet, donc c'est 4 266 mètres dans le Colorado. Donc voilà, on est en train d'essayer de monter ça pour y aller début juillet. Et l'idée, c'est de réunir bah, cette même équipe qui m'accompagne depuis 2015, 2016 en Corse, pour essayer d'avoir la même équipe, si possible, l'an prochain, si on arrive à refaire le GR20 10 ans après, voilà, avec cette même équipe de coureurs. Voilà, on verra bien s'il y a le record ou pas, mais en tout cas, si on peut tous se retrouver en Corse pour refaire ce GR20 10 ans après avec la même envie, la même motivation, en tout cas pour moi, ce sera le signe de la plus belle des victoires. Donc voilà, c'est un peu ça qui va rythmer ma saison cette année. C'est ce projet aux États-Unis là dont le record est en 39 heures, donc c'est quand même un gros truc. Et puis en haute altitude, l'UTMB. Et pour préparer ça, voilà, j'ai une course avec laquelle je discute depuis plusieurs années, qui est en Roumanie, qui a un profil assez atypique, qui monte quand même assez haut, un peu similaire à l'UTMB, avec des belles parties techniques, mais pas trop techniques, assez variées, et qui a lieu le 23 ou 24 mai. Voilà, qui s'appelle Transylvania. Donc je vais aller faire ça bah voilà, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit je me trouve, quelles sont les choses que je vais devoir retravailler d'ici fin août ou pas. Et donc ce sera ça, on va dire, les grands objectifs de ma saison 2025. Alors tu l'as dit, la famille, Carline, les enfants, c'est très important pour toi. Ils t'ont suivi d'ailleurs sur le Tour des Géants. Les copains, tes proches, tes parents aussi, je sais que tu aimes bien courir, participer avec ton père sur des courses. Tu étais notamment à Rodrigue, l'an passé. Mathieu Blanchard a récemment remporté la Yukon Arctic Race. Est-ce que c'est un challenge qui demain ou après-demain, dans quelques temps, peut te motiver, ou est-ce que, comme tu viens de le dire, tu restes plutôt attiré, toi, par la verticalité et pourquoi pas aller encore plus haut que des 4000, aller pourquoi pas vers des 8000 au Népal ou ailleurs au Pakistan. Est-ce que par quoi tu es attiré éventuellement sur d'autres projets? Oui, bah clairement, moi, la verticalité m'attire un petit peu plus. Et plus ça va, plus je me rends compte. Après, j'ai adoré faire la Western States, faire des courses en Australie comme ça. Même j'ai couru quelques fois là, sur marathon. Et ces courses-là, elles m'amusent beaucoup. Par contre, la préparation de ces courses-là ne m'amuse pas du tout, du tout, du tout. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien m'entraîner, c'est aller en montagne et faire des sommets et pas forcément, enfin surtout pas en tout cas regarder à quelle allure je vais au kilomètre et comment je m'entraîne et m'entraîner à plat. Ça, clairement, ça ne m'amuse pas du tout. Donc voilà, j'essaie de passer un peu outre ça. Et donc voilà, donc pour revenir à cette course-là de la Yukon, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler parce que l'aventure en elle-même, je la trouve magnifique, quoi. C'est 6-7 jours dehors, faut s'adapter, faut jouer dans le froid, tout ça.
Après, par contre, moi, la neige, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de marcher dedans ou de courir dedans, surtout à plat, quand on peut le faire à ski. Ou alors, il faut vraiment que ce soit très raide. Donc, c'est vrai que moi, je vois plus le truc à ski. Et puis, c'est Joe Grant qui m'en avait parlé, parce que voilà, Joe Grant l'avait fait il y a pas mal d'années déjà. Et c'est vrai que c'est un projet qui a l'air cool, mais en plus qui est l'hiver. Et c'est que l'hiver, comme on en parlait tout à l'heure, moi, j'aime bien m'entraîner autour de la maison et autour de chez moi. Et puis voilà, je trouve qu'on voyage beaucoup et voilà, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure de l'aspect environnemental écologique, mais c'est vrai que voilà, il y a des coureurs qui ont fait le choix de ne plus du tout voyager, il y en a d'autres qui voyagent énormément et en tout cas nous le choix qu'on a fait un petit peu au sein de la famille, c'est de se dire que voilà qu'on choisissait aussi des courses qui peut-être me faisaient voyager, mais en tout cas d'avoir la possibilité de m'entraîner autour de chez moi pour préparer ces courses-là. Donc c'est pour ça aussi que l'hiver et jusqu'à fin avril, en fait, je fais pas de trail parce qu'autour de la maison, bah il y a de la neige et donc je m'entraîne en ski. Donc aujourd'hui, voilà, je choisis des courses parfois qui sont loin, parfois qui sont proches, mais pour lesquelles je peux m'entraîner autour de chez moi, en gros. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que bah, la Barclay, pour l'instant, c'est quelque chose, c'est une course que j'ai pas choisie. Des courses comme la Yukon Arctic ou des choses comme ça, c'est pareil, c'est que c'est voilà des courses qui se déroulent en hiver et qui pour moi sont pas forcément compatibles avec ma façon de vivre et de pratiquer. Donc voilà pour cette course-là. Et ensuite, oui, effectivement, bah voilà, l'Himalaya, j'en ai déjà parlé beaucoup avec tes confrères, la Bruno Poirier, qui est fasciné par ce pays, qui m'a déjà passé plein de cartes, plein de livres, plein d'itinéraires. Et un jour, j'aimerais vraiment aller découvrir les montagnes de l'Himalaya. Mais encore une fois, voilà, c'est un long voyage, un gros voyage, et donc j'ai vraiment envie de prendre le temps, de m'y préparer, de choisir ce que je veux y faire. Est-ce que ce sera que du trail, est-ce que ce sera que de l'alpinisme, est-ce que ce sera un mix des deux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où j'irai, j'essaierai d'y aller le mieux préparé possible et puis j'essaierai d'y aller pour un laps de temps assez conséquent. Merci en tout cas François pour ces explications et tous ces projets, c'est super intéressant et on a hâte de vivre tout ça dans ta foulée et dans tes foulées parce que tu vas nous emmener au cœur de tous ces pays, ça va être chouette. Je vais revenir sur la partie un peu business, changement, évolution de tout ce qui a bougé ces dernières années. Aujourd'hui, tu vis du monde du trail, mais tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas envie d'avoir que cette activité-là, tu as besoin d'être aussi ressourcé avec autre chose à côté. Tu as fait toute ta carrière avec Salomon, tu as resigné, tu as prolongé, on va dire plutôt ton contrat l'an passé jusqu'à fin 2026. Est-ce que le retour à l'UTMB fait aussi partie de certaines clauses des contrats aujourd'hui? C'est important pour une marque, puisque tu es le dernier vainqueur homme pour la marque du côté de la place du Triangle de l'Amitié. Est-ce que ça fait partie aujourd'hui des contraintes que peut imposer une marque? Malheureusement, oui, j'ai peur que pour pas mal d'athlètes et pour pas mal de partenaires, ça fasse un petit peu partie du deal. C'est vrai que voilà, je pense que sans obliger les athlètes, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui insistent fortement pour que les athlètes se rendent du côté de Chamonix. Et, euh, et je trouve que c'est pas forcément la bonne façon d'amorcer les choses. Je pense que c'est mieux si l'athlète lui a envie d'y aller et que la marque le conforte dans son choix. Mais voilà, c'est que parfois je vois bien certaines marques avec certains athlètes sont des fois parfois un petit peu maladroits ou les jeunes qui savent pas quoi faire. Et c'est vrai que bah qu'aujourd'hui, enfin voilà, moi je vois bien la manière dont on a collaboré avec justement avec Jean-Michel Fort-Vincent, avec Salomon depuis le début, où l'important c'est justement d'accompagner les athlètes et de les aider à performer, de les aider à les conforter dans leur choix. Et aujourd'hui, en fait, encore, enfin surtout sur Ultra Trail, l'importance du fait que l'athlète sache pourquoi il est au départ et qu'il ait choisi vraiment au fond de lui-même d'être au départ, ça change tout vis-à-vis du résultat. Et donc aujourd'hui, bah, bien sûr, l'UTMB, c'est quelque chose d'incontournable, mais aujourd'hui, n'importe quel athlète qui pratique l'ultra trail, je pense que voilà, s'en rend compte et va forcément s'y tourner un jour ou l'autre. Mais voilà, je pense qu'il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser le choix d'y aller, la façon dont il veut y aller, la façon dont il veut se préparer. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que Salomon est plus que ravi, effectivement, que je retourne à l'UTMB. Et pour eux, c'est top, c'est une super opportunité. Ils sont très contents que j'ai choisi ça cette saison, mais ils m'ont jamais mis la pression.
pour y aller parce qu'ils savent que de toute façon avec moi ça marcherait pas. Et puis ils savent aussi que j'y retourne régulièrement, que c'est une course qui est importante pour moi, qui fait partie plus que partie de l'univers du trail. Et donc on fonctionne comme ça. Mais oui, clairement, la plupart de mes partenaires sont ravis que j'aille à UTMB parce que ça donne de la visibilité, ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, après, voilà, ils savent aussi qu'ils ont des athlètes qui y vont tous les ans, qui aiment beaucoup le bruit que ça fait autour, la médiatisation, tout ça. Et puis ils ont d'autres athlètes qui y vont quand ils ont retrouvé l'énergie et l'envie d'y aller. Et puis ça leur va bien. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir des athlètes plus discrets, d'autres moins discrets, et avoir voilà différents profils comme ça. Ils répondent leurs idées et leurs envies. Alors dans la partie business aussi, il y a une gamme à ton nom qui a été éditée en 2023. Quelle est aujourd'hui la situation de cette gamme? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une évolution possible pour 2025 ou même pour 2026? Oui, alors bah voilà, c'est une collection qui est dédiée à l'ultra trail en fait parce que moi j'ai toujours beaucoup collaboré avec les équipes de recherche et développement. Voilà pour résumer pour ceux qui connaissent pas forcément à Annecy, Salomon, voilà c'est un peu la maison mère. Et donc on a quelque chose qui s'appelle l'Annecy Design Center. Donc on a voilà des couturières, on a des prototypeurs, on a tout un bureau d'études et de recherche qui travaille sur les produits. Et donc on a la chance d'avoir ça pas très loin de la maison pour moi. Donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé ça et beaucoup développé avec les équipes. Il y a des athlètes qui aiment pas trop ça, hein, et ils ont bien leur droit, mais c'est vrai que moi j'aime bien savoir pourquoi je pars avec tel ou tel produit, telle ou telle matière et comment elle va réagir lors d'un ultra trail. Pour moi c'est hyper important. Et donc du coup on a fait des tonnes de prototypage et puis des fois bah voilà ces prototypages ils marchaient sur moi ou même par exemple prendre des chaussures où voilà j'avais une chaussure mais qu'on retrouvait pas forcément dans la gamme derrière. Et je trouvais ça un petit peu attristant parce que comme tu le disais, moi j'aime bien prendre le départ des courses avec des copains, avec mon père, et le fait qu'on puisse pas avoir le même équipement au départ, c'était un peu frustrant pour moi. Moi j'ai la chance d'avoir ça, tel outil, tel produit, telle matière, c'est incroyable, et tous les coureurs ont pas la chance d'avoir ça. Et du coup, c'est vrai qu'après plusieurs années où plusieurs fois les produits, bah, ils ont pas pu sortir en gamme parce que c'était pas industrialisable, c'était pas le bon truc. On s'est lancé un petit peu le challenge de se dire, tiens, si on réfléchissait un petit peu différemment et que plutôt que de faire la chaussure qui est parfaite pour moi, on essayait de faire la chaussure qui soit, par exemple, parfaite pour faire de l'ultra trail ou le sac à dos ou l'habit. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'elle est née la gamme, c'est-à-dire de répondre pas forcément qu'à mes besoins, mais aux besoins de monsieur tout le monde, et donc que cette gamme elle soit industrialisable, parce qu'aujourd'hui faire une chaussure ou un t-shirt pour François Den avec des matières qui coûtent X centaines d'euros, bah on peut le faire pour une personne. Après quand il faut l'industrialiser, le produire à peu près localement de manière écologique, que ce soit reproductible, que ce soit durable, c'est pas la même chose. Donc là, ça nous a vraiment demandé de retravailler complètement différemment. Et donc c'est de là qu'est née cette gamme. Alors au début, on a eu un premier chapitre qui était un peu plus lié vraiment à la course, qui est sorti du coup l'an passé. Euh, et, euh, et maintenant, on a une gamme qui s'étoffe petit à petit et qui devrait s'étoffer à minima jusqu'à fin 2026-2027. Ensuite, voilà, on est en train de voir les éventuelles suites à donner parce que voilà, aujourd'hui, Salomon a grossi, évolue, et donc voilà, c'est pas, c'est une conjoncture qui change tous les ans. Mais c'est que pour moi, cette collection, elle devait rassembler un peu tous les coureurs d'ultra, simplifier la gamme, donner quelque chose de vraiment dédié et dédicacé à tous les coureurs d'ultra. Donc c'était quelque chose de très très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me bats au quotidien pour conserver cette gamme et qu'elle ait un futur. Après, bah voilà, au pire, elle aura déjà existé 3 ans et ça m'aura permis voilà, de me rendre compte encore un peu plus des contraintes de l'industrialisation. Mais voilà, pour moi, c'est une belle gamme qui est dédiée à la montagne, à l'ultra trail, qui doit permettre à tous les coureurs d'aller dehors tous les jours. Et j'en suis assez fier. Ouais. Et on peut citer notamment deux personnes qu'on voit souvent au bord des chemins et qui t'accompagnent, notamment dans tes ravitaillements, qui ont participé à ce développement de produits depuis de nombreuses années, Serge Chapuis et Patrick Lay, forcément. Ouais, alors Patrick et Félix, j'irai ensemble sur la partie chaussures parce que c'est vrai que Patrick, tout début, il a fait toutes les chaussures avec moi, justement jusqu'au moment de cette gamme-là. Et puis ensuite, c'est Félix qui a repris un petit peu le flambeau de créer cette nouvelle gamme, Félix de G. Et aujourd'hui, voilà, qui a créé cette nouvelle chaussure avec moi. Donc c'est vraiment voilà une réorganisation un petit peu parce que Patrick aussi s'occupait de tous les athlètes
et donc il avait pas le temps de faire un projet complet autour de ma chaussure d'ultra. Mais voilà, c'est vrai que bah voilà, là on ne cite que 3 personnes, mais il y a Christelle Robert aussi qui est responsable un petit peu de tout ça. Et puis bah voilà, Franco Fogliato qui avait beaucoup poussé pour la création de cette gamme au sein de chez Salomon. Mais c'est vrai qu'il y aurait plein de gens à citer. Et Victor Moreau qui est assez récent et qui s'occupe vraiment de moi et de tout ce projet-là. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont impliqués chez Salomon, et puis il y a aussi beaucoup de personnes dans le prototypage parce que pour créer une chaussure, pour créer un sac à dos, c'est plus de 3 ans. Et c'est des dizaines, voire des centaines de prototypes parfois. Et donc voilà, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent et de la passion surtout en fait pour réaliser tout ça. Mais par contre, quand au départ d'une course, on est avec, voilà, pour prendre quelque chose de simple, un short, quand on est départ du Tour des Géants avec son short, qu'on sait qu'on va pouvoir le garder pendant 70 heures, qui vous fera aucune irritation, aucun frottement, qui va se maintenir, qui sera parfait et qui sera toujours bien placé, ça change quand même complètement la donne pour moi. Et ça, c'est quelque chose voilà, dont je les remercie et dont j'essaie de pousser l'importance auprès de chacun, quoi. Alors, on va passer sur un autre volet, sur aussi tes autres partenaires. Ça fait plusieurs années que tu travailles avec, tu l'as dit, tu aimes bien aussi collaborer, mais avec, je pense, Oversteam, avec CB pour les lunettes, avec Petzl, avec qui je crois tu vas partir après, après notre entretien. Tu travailles aussi, tu as eu des partenaires en dehors du monde du trail qui sont notamment les Sandwich Donut, qui avaient fait aussi beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Actuellement, tu es en partenariat avec Corum, une société d'épargne. Je ne vais pas m'étaler sur ces partenariats, c'est juste comprendre aujourd'hui ces sociétés externes au milieu du trail et de la course à pied peinent à venir dans la discipline d'une manière plus globale en sponsorisant soit des événements, soit un team, comme on peut avoir dans le vélo, des banques ou d'autres sociétés. Selon toi, qu'est-ce qui manque à la discipline pour attirer ces partenaires externes dans notre monde? Je sais pas si c'est la discipline ou les athlètes ou les courses, ou je sais pas trop. Après voilà, moi j'en parle beaucoup avec les sportifs et les coureurs d'ici aussi, et même avec d'autres ultra trailers. C'est qu'aujourd'hui, bah moi, enfin comme tu l'as dit, les partenaires que tu as cités, tu pouvais pas trop te tromper parce que ça fait des dizaines d'années finalement qu'ils sont avec moi, et j'aime bien les conserver, j'aime bien les garder. Et moi aussi, je passe beaucoup de temps avec eux, je passe beaucoup de journées de développement. J'essaye de toujours essayer de rester le plus fidèle possible à mes partenaires. Et par contre, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps en termes de communication, en termes voilà, de créer des images, de créer des gammes, de rencontrer les équipes, de passer du temps avec eux. Et aujourd'hui, bah voilà, j'en discute avec pas mal de gens. Des journées de shooting, se rendre chez le partenaire, rencontrer les équipes, prendre le temps de tout tester, de tout développer, de savoir ce qu'on veut, pourquoi. Tous les athlètes n'ont pas forcément envie de faire ça, et je le comprends tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, certains athlètes sont prêts à mettre une croix sur tel ou tel partenariat parce que ça leur prendrait trop de temps et qu'ils préfèrent justement simplement s'entraîner ou pas passer du temps à faire ça. Et alors que dans d'autres sports, bah, finalement, on a peut-être aussi plus de temps, ou que c'est plus dans la culture de passer beaucoup de temps avec les partenaires, ou alors que c'est plus facile de mettre un énorme logo, de donner de la visibilité, ou alors parce qu'on passe à la télé ou des choses comme ça. Et donc c'est peut-être ça aussi, je veux dire, c'est pas la faute de la discipline, des partenaires ou tout ça, c'est un contexte global qui fait que bah, c'est pas forcément facile de mettre en avant tel ou tel partenaire et de comprendre l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, moi je le chante pas sur les toits ou sur les réseaux, tout ça, mais je fais quand même beaucoup de séminaires, je fais beaucoup de stages depuis toujours. Voilà, j'ai essayé de préparer l'après-carrière, notamment bah voilà, grâce à Jean-Michel qui m'accompagne et qui m'aide à gérer tous les médias. J'ai aussi une agence qui me conseille un petit peu sur les réseaux sociaux. Je travaille toujours avec voilà, des photographes, des caméramans pour essayer de fournir à mes partenaires tout ça. Donc c'est un tout qui fait tout un microcosme qui prend quand même beaucoup de temps, et tous les athlètes sont pas forcément en vie ni les moyens en début de carrière de faire tout ça. Et donc voilà, lors de ces séminaires, moi j'ai eu la chance de rencontrer bah, justement la société Dona. J'ai pu discuter justement avec Corum, avec voilà des partenaires, on va dire extra sportifs, qui aujourd'hui bah, m'aident financièrement, m'aident à me construire, m'aident à réaliser des projets, me permettent justement d'avoir toute cette équipe autour de moi. Mais parce que derrière, il y a eu des challenges, des valeurs, des choses partagées. Voilà, avec Dona, on avait
plein d'idées, plein de projets. On s'amusait à créer voilà des sandwichs de course. Voilà, entièrement éco-responsable avec des farines, à tester tous les index glycémiques des différents pains, des différents produits, savoir ce que pouvaient apporter les protéines. On avait voilà la chance d'avoir plein de diététiciens à nos côtés. Enfin, ça m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, avec Quorum, ça me permet de rencontrer plein de sportifs de divers horizons, d'avoir un team avec plein de sportifs différents, que ce soit des judo, des judokas, des personnes qui pratiquent le sabre, la formule électrique, le tennis. Enfin voilà, on fait plein de choses, le para-escalade avec Solène Piré, enfin voilà, des gens, des rencontres qui sont assez sympas et à chaque fois c'est des challenges complètement différents et c'est ça aussi qui me motive pour prendre ce genre de partenaire et de partenariat. Donc voilà, c'est sûr que ça prend du temps. Il faut que les sportifs ils aient envie de faire ça et qu'ils soient pas que sportifs parce que c'est clair que voilà c'est un métier autre que celui d'être que sportif quoi. C'est complémentaire et ça prend quand même pas mal de temps. Ouais. Et ces partenaires, selon toi, est-ce qu'un jour ils pourraient arriver à être partenaires d'un gros challenge, d'un gros événement, ou même est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, imaginer demain que Quorum puisse avoir un team de trail en investissant plusieurs centaines, voire millions d'euros, en disant, moi aujourd'hui, je vais être visible à travers pas un seul athlète, mais à travers une équipe, à travers un événement. Pourquoi ils franchissent pas le pas, ces marques-là? Ben, j'ai envie de dire pourquoi ils franchiraient le pas aussi. Non, mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir s'amuser dans des tonnes de disciplines. Enfin, clairement, je viens d'assister à un dernier séminaire avec eux. Voilà, il y avait plus de 200 et quelques collaborateurs et on était la plupart des sportifs présents. Donc ils ont eu la chance d'échanger, enfin nous aussi on a eu la chance d'échanger avec eux. Mais en gros ils sont passés du judo qui était sport olympique au sabre, au para-escalade, à la formule électrique. Ensuite ils sont venus faire du trail avec moi. Ils auraient pu pratiquer le tennis aussi. Enfin c'est quand même quelque chose d'assez fun de pouvoir jouer et toucher à tous les univers différents plutôt que d'avoir un seul univers. Et d'ailleurs, ils avaient à l'époque pris que la voile il y a quelques années. Et finalement, c'était génial hein, parce que la voile aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une visibilité qui est incroyable. Hein, on l'a vu avec le Vendée Globe. Euh, mais n'empêche que ça touchait un seul sport. Et aujourd'hui, il a la chance d'avoir plusieurs sports. C'est vrai que pour un partenaire, j'avoue que c'est quand même assez marrant aussi. Et ça leur permet voilà de répondre et de toucher, je pense, beaucoup plus de monde euh, que de prendre une seule discipline, quoi. Alors ces dernières années, tu as vécu l'évolution du monde du trail, hein, depuis on va dire 15 ans, ça a vraiment, bougé fortement avec, toi, tu en as été un des acteurs de ce monde du business, du trail, Kylian aussi, d'autres aujourd'hui, Mathieu Blanchard, Jim, que tu côtoies et avec qui tu partages beaucoup de moments. Pour toi, quels ont été les facteurs les plus marquants de ce changement, de cette évolution du côté trail business? Bah oui, il y a eu des gros changements, mais pour moi, ça a quand même été assez un petit peu exponentiel, c'est sûr, mais assez progressif quand même. Enfin voilà, même au niveau médiatique, même au niveau, les gens me disent mais aujourd'hui, t'as vu tout ce que tu fais pour les partenaires, les interviews, enfin les selfies, les réseaux sociaux, tout ça. Je dis oui, aujourd'hui, voilà, à part un Mathieu Blanchard qui, je pense, est très fort sur tous ces aspects-là. Aujourd'hui, il y a personne qui pourrait passer de je ne fais pas partie d'un team à cet impact médiatique-là directement. Même Kylian, moi encore plus, mais c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé, on avait très peu de personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Moi, je parlais à peine anglais. J'étais pas du tout à l'aise dans les interviews. J'aurais été incapable de faire un séminaire devant 300 personnes en anglais ou des choses comme ça. Mais en 15 ans, en fait, on a progressé d'une certaine manière très progressive. Et aujourd'hui, voilà, effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être accompagné pour les réseaux, pour les médias, pour le contenu. C'est beaucoup plus facile. J'arrive à discuter avec mes partenaires. Je suis capable de négocier des choses. Voilà, je me fais aider d'un agent, mais j'arrive quand même à discuter avec mes partenaires. Je sais ce que je veux, je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Mais ça prend 15 ans. Et le monde du trail aujourd'hui, il a évolué de cette façon-là aussi. Alors quelqu'un qui connaît pas le trail et qui rentre là-dedans, il se dit aujourd'hui c'est une énorme machine. Mais voilà, entre les UTMB que j'ai fait en 2010 et les UTMB qu'on fait maintenant, ça a quand même plus rien à voir non plus. Et ça n'a pas été du jour au lendemain. Il a fallu 15 ans. Donc pour moi, c'est une évolution qui est magnifique parce que ça permet de plus en plus de monde de faire du trail. Évidemment, il y a quelques dérives,
Mais faut voir aussi le côté positif des choses et tous les gens qui se sont mis à cette discipline-là parce qu'elle est magique, parce qu'elle est aujourd'hui démocratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une des seules disciplines, effectivement, où tu as le champion du monde de la discipline qui peut courir avec son père, qui peut courir avec ses amis au départ d'une course. Et il n'y a que cette discipline-là qui le permet. Et aujourd'hui, quand on est face au Mont Blanc, au départ de l'UTMB, il y a quelque chose de quand même assez grandiose, autre que la compétition. Et c'est ça qui fait pour moi l'aventure, la chose. Les gens, ils regardent pas leur montre quand ils font le tour du Mont Blanc. Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est aller au bout. Et quand ils franchissent l'arrivée, ils sont aussi heureux que le vainqueur. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà, pour moi, c'est quand même une discipline magique qui a évolué. Le business a forcément évolué aussi. Mais quand je vois les gens au départ d'un ultra trail, ils ont toujours la même envie et la même motivation. Ils ont les mêmes étoiles dans les yeux quand ils franchissent la ligne d'arrivée. Ils le partagent en famille, entre amis. Et c'est quelque chose d'assez énorme quand même, quoi. Alors on le disait, la discipline a énormément évolué, c'est énormément médiatisé. Est-ce que selon toi, dans ce côté business et un peu image, médiatisation, des fois surmédiatisation des événements et des athlètes, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Kylian? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y aura peut-être un avant Mathieu Blanchard et un après Mathieu Blanchard qui apporte aussi beaucoup, tu l'as dit, il va sur beaucoup d'événements, beaucoup de choses, il est très présent médiatiquement. Est-ce que aussi cette évolution, elle est liée à, bah, tu le disais, à de plus en plus de gens qui pratiquent, mais aussi de plus en plus de médias qui s'intéressent à la discipline. Oui, je pense. Après Kylian et Mathieu, enfin c'est pas gentil ce que je vais dire, mais c'est aussi deux générations presque un peu différentes, même s'ils ont le même âge. Voilà, ils ont pas la même façon d'utiliser les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, voilà, Kylian il touche une certaine communauté, Mathieu il touche une autre communauté qui est peut-être plus la communauté actuelle qui utilise les réseaux sociaux. Et nous, ça, c'est pas que ça nous choque, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la manière dont on connaît vraiment les réseaux sociaux et dont on les utilise, mais preuve est de constater, c'est que ça marche. Enfin, quand on voit le nombre de followers qu'il a et la façon dont les partenaires le suivent, ça plaît quand même à une certaine audience, à un certain public. Et par contre, c'est sûr que bah voilà, ça fait parler. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait beaucoup parler et qu'il y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et il est assez doué là-dessus. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une façon aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux quand enfin moi je vois très bien l'audience à laquelle je parle parfois elle n'utilise pas forcément les mêmes réseaux sociaux, elle n'utilise pas de la même façon, elle a pas tous les codes. Et donc il faut toucher tout le monde et aujourd'hui les partenaires sont très contents de pouvoir avoir François Den qui utilise ses réseaux sociaux à sa façon et puis Mathieu Blanchard qui utilise les réseaux sociaux à sa façon. Comme ça, ça leur permet d'avoir un spectre beaucoup plus large. Mais voilà, aujourd'hui, clairement, les jeunes utilisent aussi les réseaux sociaux d'une manière que moi je ne connais peut-être même pas. Et donc oui, voilà, je pense que Kylian a été précurseur sur certaines choses, Mathieu est précurseur sur d'autres choses. Euh, et, et voilà, chacun a sa façon à lui de fonctionner. Ouais. Alors justement, merci pour la transition toute trouvée. On le disait, l'argent est arrivé, peut-être de façon un peu plus forte depuis les années post-Covid. Le business n'est pas non plus un mot tabou, faut pas s'en cacher. Le trail attire beaucoup de jeunes. Ils ont envie d'en vivre. Tu le disais tout à l'heure, on en parlait en début de ce podcast. Ils revendiquent parfois un statut de professionnel sans avoir beaucoup d'argent, en ayant des statuts parfois précaires. Quel est ton regard sur cette situation et quels conseils tu leur donnerais à ces jeunes qui ont des étoiles dans les yeux, mais qui parfois peuvent tomber de haut? Bah, peuvent tomber de haut, je dirais non, parce que pour moi, quoi qu'il arrive, c'est une chance en fait d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir jouer à ça, et de pouvoir faire tout ça. Et puis, comme tu disais, statut précaire, oui, mais non en fait. C'est-à-dire que, enfin, leurs contrats sont toujours 10 fois plus élevés que mes premiers contrats. Seulement, eux, ils font le choix de vivre qu'avec ces contrats-là. Que pour moi, c'était plutôt un accompagnement en plus du travail que j'avais et de la vie que je voulais mener. Et voilà, c'est un peu une approche complètement différente. Après, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut aujourd'hui s'entraîner plus, aller beaucoup plus vite, pouvoir faire de la course à pied toute l'année.
et courir à telle vitesse avec telle fréquence cardiaque, tout ça, mais je suis pas sûr qu'il le faille vraiment. En tout cas, je vois bien les temps ont pas forcément énormément baissé ni évolué depuis pas mal d'années. Et puis sur Ultra Trail, les temps, est-ce qu'ils veulent vraiment dire quelque chose en fonction des conditions, de la météo, des parcours, tout ça, de la course, je sais pas. Toujours est-il, c'est ce que je vois, c'est que pour beaucoup, le but du jeu, c'est de devenir sportif professionnel et de pouvoir vivre uniquement de sa passion et de sa pratique avant de vouloir réaliser tel ou tel objectif ou telle place et ou tel je sais pas, challenge. Et c'est vrai que bah, moi, mon but principal, c'était de faire l'UTMB, de tenter d'y faire une belle place, enfin du moins qui soit lié à mes capacités, mais du moins de faire une course pleine. Et pour ça, Salomon m'a proposé de m'accompagner. J'ai pas cherché à rentrer dans le team Salomon pour ensuite aller faire l'UTMB. Et pour moi, c'est là qu'est toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, voilà, les coureurs, ils veulent soit rentrer en équipe de France, soit faire partie de tel ou tel team, pouvoir vivre de ça, avant de penser à ce qu'ils voudraient vraiment au fond d'eux comme objectif. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas du tout le cas de tous, hein, mais c'est vrai que quand j'y discute avec certains, je dis, mais surtout, en fait, quel est ton objectif à toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile d'emmener des partenaires avec toi, de rentrer dans tel ou tel team, de vivre de telle ou telle façon. La démarche de se dire, voilà, c'est moi, à horizon 3, 4, 5 ans, j'aimerais aller vers ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais devenir ça, j'aimerais réaliser telle ou telle chose. Ensuite, ce sera beaucoup plus facile de se motiver, de trouver un partenaire que de faire l'inverse. Et je pense que c'est beaucoup plus important pour pas tomber de haut, pour pas se perdre, et justement pour se dire voilà, là j'ai eu la chance de rentrer dans tel team, tel truc, tel tag, et puis finalement qu'est-ce que je veux faire, et puis finalement malheureusement bah j'ai une saison plus complexe ou plus ça, et comme tu dis bah du coup c'est un petit peu la désillusion, et puis j'ai oublié de finalement qu'est-ce que je faisais à côté et pourquoi je faisais ça, et du coup c'est dur de s'y retrouver. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un bien pour un mal, comme tu dis. Les contrats sont beaucoup plus élevés, donc ce qui permet de devenir beaucoup plus vite professionnel dans la discipline, mais en même temps d'avoir une vie peut-être plus précaire parce que du coup on garde que ça. Donc c'est un peu un paradoxe quoi pour moi. Merci pour ces explications très claires. Du coup, c'est un petit peu leur conseiller de définir l'ordre des priorités et de faire les vrais bons choix. On voit souvent des jeunes qui ont une communication très forte, très puissante, qui revendiquent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais qui finalement sont parfois très déçus de leurs propres résultats et le communiquent aussi. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi dans cet ordre de priorité, dans la gestion de l'image, de plutôt faire des résultats avant de les annoncer plutôt que l'inverse? Bah oui, non, mais t'as tout à fait raison là-dessus. Après, c'est très facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire, et surtout là avec la pression, voilà, des marques, avec la pression de, comme on disait, quand t'as quand même un très beau contrat alors que tu débutes. D'ailleurs, ça te met une pression qui est énorme. Que finalement, quand t'as un petit contrat au début, qu'on te dit, bah tiens, on te donne la chance, on t'accompagne. Par contre, tu te mets pas la pression, tu continues de faire ce que tu sais faire. Bah tu pars avec beaucoup moins de pression, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est juste que c'est un tout qui fait que ça met les gens sous une pression. Mais moi, c'est vrai que clairement, ça me fait beaucoup de peine quand je vois la désillusion ou la déception de certains athlètes à l'arrivée. Ça me fait beaucoup de peine. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de Mathieu. Moi, je l'ai vu à l'arrivée de l'UTMB, pas l'an passé parce qu'il a abandonné, mais l'année d'avant, où il était très très triste d'être arrivé. Et voilà, c'est vrai qu'avec Mathieu, bah, on se croise souvent, mais on n'est pas très proches, on s'entraîne très rarement ensemble, tout ça. Mais bah, voilà, moi je lui ai dit, bah écoute, ouais, enfin, c'est possible que tu sois déçu, mais moi je comprends pas que tu sois déçu parce que là, la performance que tu viens de réaliser, c'est surtout d'avoir enchaîné 3 ou 4 UTMB de suite, à chaque fois d'avoir terminé sur une place qui est plus qu'honorable. Et des athlètes qui aujourd'hui ont fait 3 UTMB de suite avec ces 3 places-là, bah moi j'en connais pas trop. Donc oui, c'est possible que tu sois déçu, tu aurais rêvé de gagner l'UTMB, mais n'empêche que, enfin, voyons le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La façon dont tu as géré ta course, tu t'es battu aujourd'hui, le fait de pouvoir être 3 fois de suite au départ sans blessure, c'est déjà une victoire. Donc, enfin, qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi ça le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, on leur laisse plus le temps de progresser, de se construire, d'aller doucement vers des objectifs et justement de prendre le temps de s'en fixer à 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, enfin voilà, un jeune qui voudrait essayer de gagner l'UTMB ou de faire un podium sur l'UTMB,
et bah, s'ils se donnent 3, 4, 5 ans pour y arriver, aujourd'hui, une 15e place, une 20e place, même une 25e place, c'est quelque chose de fabuleux si on le met dans un schéma de progression. Maintenant, si on regarde que ça, ouais, j'aimerais gagner l'UTMB, aujourd'hui, j'ai fait 25e. Ouais, bah là, c'est sûr que ça paraît nul. Par contre, si on se dit, ouais, je me donne 5 ans pour gagner l'UTMB, je me fais les dents la première année, j'essaye de gérer, j'essaye de progresser sur ça, ça et ça, et paf, ça me donne tel temps, telle place, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre le temps, voir les choses sur du long terme. Et surtout, aujourd'hui, enfin, les carrières, elles sont assez longues, et moi, j'ai envie que les gens, ils durent, qu'ils viennent pas juste pour 1 an, 2 ans, qu'ils consomment le truc, et puis qu'ils passent dans une autre discipline. Aujourd'hui, d'aller sur un UTMB, une Diagonale des Fous, une Hard Rock, un Tour des Géants, ça doit prendre du temps. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, derrière, il reste quoi? Donc voilà, ce cheminement, pour moi, il est aussi beau que la course en lui-même. Et voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est de prendre le temps pour y aller. Et puis, bah, d'essayer de se fixer des objectifs qui soient réalisables pour qu'il n'y ait pas forcément de déception, et puis de construire les choses progressivement en communiquant avec ses partenaires. Et ce sera prolifique pour tout le monde, je pense, quoi. Je pense que le message est riche et j'espère qu'il va passer auprès des jeunes. C'est vrai qu'on en voit beaucoup se brûler les ailes. On va arriver au bout de cet entretien et je sais que tu es attendu par un de tes partenaires avec qui tu dois passer la journée pour aussi parler produits. Juste, je voudrais qu'on reparle équipe de France et notamment dans le ski alpi où tu as participé à des Coupes du Monde en portant on va dire, le collant bleu, blanc, rouge, parce qu'en ski, on appelle les collants pipettes en général. Tu as d'ailleurs 2 victoires et 2 titres de champion du monde master en 2021 en vertical race et en individuel. D'ailleurs, Ludo Pomeray avait terminé 3e je crois, l'individuel. Tu as participé à des courses justement avec ce maillot. C'est important pour toi de porter les couleurs de ton pays, et est-ce que tu envisages, parce que c'est la suite de ma question, de un jour, pourquoi pas, aller ajouter une ligne de plus à ta carrière en portant le maillot de l'équipe de France de trail? Bah alors oui, c'est vrai qu'en ski de randonnée, j'ai fait quelques courses avec l'équipe de France, mais l'équipe de France de réserve, hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a souvent 3 athlètes, 4 athlètes qui participent directement aux Coupes du Monde. Et c'est vrai qu'en parallèle à ces Coupes du Monde, il y avait aussi un championnat du monde master, donc où il n'y a pas du tout le même niveau, hein, que les vraies Coupes du Monde. Mais bon, c'est vrai que c'était toujours marrant d'avoir ce titre-là. Mais voilà, sur les Coupes du Monde, j'ai fait des places qui sont beaucoup plus loin, mais c'était surtout parce que voilà, j'ai la chance ici de m'entraîner justement avec plein d'athlètes d'équipe de France, et que je voulais participer, enfin pas faire que les entraînements avec eux. Je voulais aussi découvrir leur discipline, leur monde, voir le parallèle justement avec le trail, les fédérations, la fédération internationale, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et justement parce que, comme tu dis, à l'époque, je m'étais pas mal investi, notamment avec Thomas Laure Blanchet, avec Sébastien Chéniaud, auprès de l'ITRA, auprès voilà, des institutions de la fédération, pour essayer de définir un petit peu le trail, les championnats du monde, tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été clairement un petit peu déçu de l'accompagnement et de la fédération, où voilà, on nous avait promis des courses qui ressembleraient aux courses qu'on aimait bien, des courses qui respecteraient le calendrier des athlètes, et qui ne proposeraient pas forcément des courses sur des championnats du monde, ou des courses sur des courses qui ont jamais eu lieu à l'autre bout du monde, à des périodes de la saison qui permettent pas aux athlètes de s'entraîner, avec des modalités de sélection qui convenaient pas. Mais voilà, il fallait aussi que la discipline grandisse, et je pense qu'aujourd'hui elle a vraiment grandi, elle a évolué, elle a mûri, elle a pris compte de ça. Voilà, aujourd'hui le trail, pour la plupart des gens, c'est quand même lié à la montagne. C'est des belles courses en montagne, donc c'est sûr que quand on fait des courses de sélection en février ou en mars, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a de la neige dans la montagne, donc on peut pas pratiquer. Mais aujourd'hui c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, clairement, on a une sélection qui est plutôt claire, on a des beaux athlètes, on a des belles courses, on a des beaux championnats. Voilà, il y a toujours des problèmes de calendrier, hein, mais que ce soit en ski ou en trail. Là, je crois que cette année, voilà, les championnats du monde sont 15 jours derrière l'UTMB. Donc moi, c'est vrai que je trouve ça peut-être un petit peu triste, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas que l'UTMB, évidemment, et je suis le premier à le dire qu'il faut pas qu'il y ait que l'UTMB. Je l'ai encore redit tout à l'heure. J'y vais d'ailleurs pas tous les ans, mais forcément, quand on met une course 15 jours derrière cette course-là, c'est compliqué pour des athlètes d'être présents sur les 2 tableaux. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que ça enlève forcément de la densité, de la concurrence et de la visibilité. Mais voilà, cela dit en passant, aujourd'hui, je trouve que voilà, il y a quand même des beaux championnats, des belles choses, mais pas forcément sur l'ultra trail. C'est clairement aujourd'hui, et puis d'ailleurs, le format olympique se détend un petit peu là-dessus aussi, mais c'est plus sur des distances quand même plus courtes aujourd'hui, qui vont
voilà, il y a le KV, il y a le 20 km, il y a le 40 km, 60, même 80 km parfois, 70-80 km, où je pense qu'il y aura une très belle course cette année. Mais l'ultra trail, pour moi, c'est encore différent. Et voilà, c'est pas force qu'on essaie de faire un peu des propositions. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me suis tourné vraiment vers cette discipline-là. Et donc voilà, c'est pas des choix, que j'ai fait. Mais par contre, clairement, voilà, quand je m'étais un petit peu prononcé justement avec toutes les dérives que j'évoquais plus tôt, c'était il y a une dizaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui la roue a tourné, la chose a changé, et puis même la Fédération française d'athlétisme qui au début me disait de ne surtout pas aller faire de trail parce que j'allais me brûler les ailes, j'allais me cramer, c'était des efforts trop longs alors qu'on parlait que de 40 km et qu'il fallait surtout pas que j'arrête de faire ça, même si c'était ma passion, a vraiment changé et aujourd'hui accompagne beaucoup de trail et a d'ailleurs beaucoup de licenciés qui pratiquent le trail. Donc voilà, tout a évolué, ça a pris le temps, mais il fallait aussi, voilà, ce qu'on connaît pas fait peur, et je leur en veux pas, et il y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'ultra trail, euh, l'équipe de France et les championnats, pour l'instant, sont pas encore vraiment présents sur cette discipline-là, donc c'est pas forcément un des objectifs que j'ai les prochains mois ou prochaines saisons directes. On va accélérer un petit peu, merci en tout cas. Donc, pas de maillot d'équipe de France de trail dans l'immédiat sur un 80 km. On a parlé de l'olympisme. Tu vis au cœur de la Mecque du ski alpinisme, où l'on parle tout l'hiver de pot de phoque, de conversion, de portage, de couloirs et de puff. Tu côtoies des légendes, William, Xavier, Axel, Mollaret, multiple championne du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, la décision, le geste fort qu'a fait William Bombardier pour s'opposer au format des Coupes du Monde, sur notamment le sprint et la verticale et l'individuel, je crois que c'était sur l'individuel, est-ce que c'est quelque chose auquel tu adhères et dont tu as peur, notamment pour le trail, que si un jour ça devenait olympique, on puisse aseptiser la discipline comme on est un petit peu en train de le faire dans le ski alpinisme? Bien sûr, après voilà, c'est qu'on l'a vu à l'époque dans le VTT, on le voit un petit peu en ski alpinisme, en trail, je pense que ça peut être encore plus flagrant. Et puis notamment avec les coureurs et la vitesse qu'on va voir. Enfin, il suffit de regarder un petit peu la vitesse moyenne en kilomètre-heure, hein, sur certaines courses pour voir la technicité, l'aspect montagne ou pas, et l'ouverture du coup à des Jeux Olympiques ou pas. Mais c'est vrai que voilà, en ski de randonnée, le geste très fort et médiatisé qu'a fait William, c'était surtout en fait, je pense pour montrer un petit peu cette goutte d'eau qui débordait du vase, de se dire voilà, à chaque Coupe du Monde finalement on nous enlève un petit peu plus de ce qui fait de notre discipline, et puis on met ça des fois sur le changement climatique, on met ça sur tel ou tel aspect. Et aujourd'hui voilà, le fait est que le ski alpinisme va être testé aux Jeux Olympiques en 2026 sous certaines disciplines qu'on peut appeler ski alpinisme ou sprint ou relais, mais tout ça c'est englobé aujourd'hui par la fédération sous le terme de ski alpinisme. Savoir qu'il y a, voilà, il y a de la verticale, il y a du sprint, il y a du relais, il y a des courses individuelles. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a que le sprint et le relais qui vont être aux Jeux Olympiques qu'il faut négliger ces autres disciplines qui sont peut-être encore plus à la base du ski alpinisme. Et c'est un peu ça qu'a voulu dire William aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ok, c'est sûr qu'on a plus de moyens pour le sprint et peut-être pour le relais parce que ça va être aux Jeux Olympiques. Néanmoins, le ski alpinisme, il est né aujourd'hui plus de l'essence d'une course individuelle, donc ne l'oublions pas. Et voilà, et aujourd'hui, c'est sûr que les athlètes ont vraiment progressé, ont évolué. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire à la fois les individuels et le sprint à haut niveau, sauf pour un ou deux athlètes. Et donc aujourd'hui, ils ont forcément choisi de se spécialiser. Et c'est vrai que si on fait pas de sprint ni de relais, on se retrouve peut-être un petit peu, pas forcément oublié, mais on se dit que ça peut le devenir à long terme. Donc voilà, c'était bien de rappeler que les courses individuelles, c'est quand même quelque chose de magique et qui sont l'essence du ski alpinisme, et donc de ne pas les négliger. Alors, la Pyramenta, dont tu prends le départ, pour la 16e fois, 15e ou 16e fois lors de cette 39e édition, c'est un peu aussi la course qui a magnifié la discipline. On a des images à chaque fois incroyables. Ça fait 40 ans presque que ça existe. Ils fêteront leur 40e édition l'an prochain. C'est aussi ça, je pense, qu'il a voulu dire, William. C'est-à-dire il a pas pris le départ en croisant les bras de cette Coupe du Monde, hein, je le rappelle. Mais surtout, il a aussi
sans doute voulu défendre ce qu'il a vécu depuis sa plus jeune enfance, puisqu'il est quasiment né avec la pierre à menta. Mais aujourd'hui, c'est aussi défendre un territoire, défendre des valeurs, défendre un sport qu'il a voulu dire, non? Oui, oui, bah après moi je le vois aussi dans le trail hein, aujourd'hui où voilà il y a certains médias qui disent ah ben c'est génial il a couru à 3,20 à 3,30 il y a eu telle bagarre entre tel et tel athlète tout ça oui d'accord mais ça c'est pour moi c'est assez superficiel ça reflète pas vraiment le pourquoi de la discipline ni qu'est-ce qui fait rêver ni qu'est-ce que font les gens pour aller à l'UTMB enfin ou alors je me trompe, mais je pense pas qu'on s'inscrit au départ de l'UTMB en disant j'espère que je vais courir à 3,20 ou à 3,40 entre Champex et la Fouilly et que je vais doubler de telle façon. Quand on s'inscrit à l'UTMB, c'est parce qu'on a envie de faire une boucle de 20 heures ou de 24 heures, qu'on a envie de s'affronter voilà, à ce parcours mythique. Quand on fait la pierre à Menta ou quand on fait du ski alpinisme, on se dit pas non plus à combien de watts je vais monter par kilo sur telle distance ou tel truc ou sur telle piste. On se dit waouh, j'aimerais être devant sur telle ou telle arête, j'aimerais réussir à faire ça, à faire voilà cette boucle là telle descente à engager de telle façon enfin les images qui nous font rêver c'est quand même souvent un coucher de soleil un lever de soleil sur l'UTMB c'est telle boucle c'est tel moment d'adaptation ou de souffrance voilà sur la Pyramenta c'est pareil c'est à quel moment on arrive à courir sur telle ou telle arête enchaîner 10 000 mètres de dénivelé en 4 jours de telle ou telle façon c'est ça qui est fascinant et qui est assez difficile quoi quand on enchaîne 12 montées descentes à jouer entre les couloirs quand c'est gelé que c'est croûté dans le brouillard dans le vent c'est pour moi c'est ça qui fait rêver et donc faut pas oublier toutes ces bases là même si aujourd'hui médiatiquement c'est sûr que ça parle peut-être plus quand on dit il est passé sous X heures à l'UTMB il a monté tel watt par kilo en ski de randonnée sur tel truc enfin oui d'accord certes mais pour moi c'est pas ça la base de la discipline donc c'est bien aussi de le rappeler et de savoir voilà qu'est-ce qui nous fait rêver et c'est quoi les belles images et les belles valeurs qui sont derrière ces deux belles disciplines quoi. Merci, on va juste terminer, je te libère après. 2 petites questions pour terminer, François. Je suis désolé de te le rappeler, mais tu vas avoir 40 ans le 24 décembre, prochain. Est-ce que tu te projettes déjà sur la suite? Est-ce que tu envisages une suite, on peut l'appeler comme ça, à la Ludo Pommeraye, qui à 50 ans, continue de briller, sur les courses, a remporté la Hard Rock l'an passé? Ou est-ce que tu envisages plutôt une reconversion à la Michelin en annonçant ta retraite et puis en décidant d'aller te balader sur les sommets, sur les arêtes comme tu l'aimes, avec tes copains, avec ta famille? Euh, bon, je pense que tous les deux finalement voilà Michel c'est vrai qu'avec son travail ça a été compliqué à un moment il a fait le choix de dire qu'il arrêtait un petit peu sa carrière mais bon je pense que cette année il gagnera le Grand Raid de la Réunion donc ça signera un retour assez sympathique non et puis quoi, quant à Ludo c'est vrai il a toujours continué de progresser et donc c'est génial après moi je sais pas forcément ce que je sais c'est que pour l'instant j'ai encore envie de courir j'ai envie de m'amuser j'ai encore plein d'objectifs voilà j'ai eu la chance de faire qu'une fois le Tour des Géants c'est un format qui m'a énormément plu il y a plein de courses un petit peu comme ça à travers le monde j'ai encore plein de projets mais je sais aussi qu'à côté voilà j'ai Ultra Spirit qui me plaît beaucoup j'ai aussi le projet voilà de pouvoir accueillir les gens de leur faire partager un petit peu ma discipline dans le Beaufortin de créer plein de choses donc voilà c'est des choses que je monte tranquillement en parallèle et qui me vont permettre de pouvoir m'adapter un petit peu selon l'envie, selon voilà les enfants, la famille aussi. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, je reste attaché à ce monde du trail et j'y passe beaucoup de temps et j'ai pas forcément envie de tourner la page des demain. Ouais. Donc Michel Lannes au départ du Grand Raid de 2025. Non, non, je sais pas, j'en sais on le taquine à chaque fois avec ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que il a toujours un petit peu au fond de lui cette envie de retourner faire quelques courses et je sais pas si ce sera le Grand Raid ou pas parce que je l'ai vu plusieurs fois à la Réunion, mais je suis sûr qu'un jour Ouais. il retournera faire une ou deux belles courses et il sera bien présent. Alors dernier point pour finir et je te libère après. Euh, Tu es quelqu'un de très accessible. Les gens aiment beaucoup te rencontrer sur les salons où tu es souvent avec Carline pour vendre le vin ou aussi pour être avec tes partenaires. Euh, Dans quelques années, j'en sais rien, dans 10 ans, tu as envie de laisser quelle image de toi? Tu as envie qu'on dise toi de quoi? Je sais que c'est compliqué comme question, mais est-ce que tu te dis, tiens, j'aimerais qu'on me dise, tiens, c'était un mec sympa ou c'était un mec discret,
T'aimerais quoi qu'on retienne de François Daen? Non, je sais pas que bah voilà que j'ai toujours pratiqué un petit peu aussi par envie, par passion ma discipline et puis que voilà, j'ai essayé aussi de la partager avec le plus grand nombre possible de personnes mais d'une certaine façon, on va dire en leur disant que c'était quelque chose d'assez pas forcément simple, mais pas forcément complexe non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire l'UTMB, on n'est pas obligé de calculer tous ces datas, d'avoir 70 personnes qui nous suivent. Et en fait, que c'est plus une question de priorité, qu'il faut pas forcément mettre la charrue avant les bœufs, mais qu'il faut surtout pas oublier de se rappeler que la chose la plus importante en ultra trail, c'est de passer du temps dehors et en montagne. Et aujourd'hui, voilà, moi, ce que j'ai envie de laisser comme image, c'est de dire aux gens, bah voilà, que de passer du temps en montagne, ça remplace tout. Et ça permet de tout apprendre et ça permet une progression qui est simple et qui est facile. Et aujourd'hui, de passer 7, 8, 10 heures dehors, c'est la chose la plus importante à faire quand on veut faire un ultra trail, bien avant de connaître tous ces datas, toutes ces choses et tous les trucs superficiels qui font fureur aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais qui sont pour moi beaucoup moins importants quand on se retrouve au bout de 15 heures en montagne tout seul dans la neige. C'est bien beau de savoir sa SV1 et sa SV2, mais ça va pas nous permettre trop de continuer. Donc voilà, l'image que j'ai envie de laisser, c'est de se dire que bah voilà, passer du temps en montagne, c'est quelque chose de merveilleux et qui nous apportera bien plus que tout le reste et puis qui nous permettra voilà, de progresser en ultra trail et sûrement d'aller au bout de ses rêves, quels qu'ils soient, que ce soit 40, 80, 50, 60, 100 km. Ça n'empêche pas de passer des longues et belles journées en montagne avec sa famille et ses amis. Et c'est ça voilà, que j'aimerais faire et que j'aimerais pouvoir transmettre et pouvoir, pourquoi pas accompagner les gens là-dessus. Super, écoute, merci beaucoup. Tu attendu, donc je vais te libérer. À moins que tu aies envie, on n'en a pas parlé, mais que tu aies envie de me dire un petit mot sur l'écologie. C'est aussi un vaste sujet. Je sais que tu es très sensible, vous faites très attention avec Caroline, les enfants. Vous vivez aussi dans un environnement qui est fragile. La montagne, c'est un environnement fragile où on constate au quotidien les changements climatiques, à la fois l'hiver comme l'été. T'as quel message à faire passer si tu as encore 2 minutes à nous accorder? Bah oui, enfin, non, j'ai plus vraiment 2 minutes, mais par contre, c'est sûr que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est hyper important et qui mériterait qu'on passe beaucoup de temps, beaucoup de temps. Voilà, le message que je dis, et je suis pas du tout le seul à le dire, et d'ailleurs je l'ai repris, c'est qu'en gros, personne n'est parfait, encore moins moi, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler, qu'il faut pas essayer de faire les choses et de faire les choses simplement. Et voilà, aujourd'hui, bah c'est vrai que bah, je suis loin d'être parfait, mais j'essaie de m'appliquer, bah, d'avoir certaines règles, d'éduquer mes enfants d'une certaine manière, d'essayer de consommer local, de consommer de saison, d'en parler avec eux. On essaie de faire comprendre aux enfants qu'aujourd'hui voyager, bah, c'est une chance qu'il faut savoir savourer, qu'il faut savoir saisir et dont il faut savoir se servir aussi, d'un point de vue éducation, d'un point de vue humain et relation. Donc voilà, on essaye vraiment de savourer cette chance-là. Et puis aujourd'hui, bah voilà, avoir une carrière, on va dire internationale, forcément, ça veut dire voyager quand on pratique le sport et même le trail running, même l'ultra trail running. Et pour ça, bah, du coup, j'essaye de mixer mes saisons, de pas faire toujours les mêmes courses, de des fois voyager moins, de des fois bah, voyager 1 à 2 fois par saison. Mais par contre, les règles qu'on s'est un petit peu fixées, c'est de respecter une saisonnalité afin de nous permettre bah, de s'entraîner pour ces courses-là autour de la maison. Donc, je vais pas choisir une course en plein hiver. J'essaye, voilà, quand je choisis une course, d'avoir les conditions à la maison qui me permettent de m'entraîner pour celle-ci sans trop avoir à bouger. Donc voilà, c'est quelques petites règles, quelques petites logiques qu'on essaye de faire et de s'appliquer. Et puis bah, je trouve aussi que bah, cette règle-là elle me permet aussi de durer, de réduire le nombre de courses et voilà, de prendre encore plus de plaisir quand j'ai à bouger et à voyager. Merci, on a dépassé les 2 minutes. Je te libère, François. Merci, un grand merci à toi. J'en passe aussi le message pour remercier Jean-Mi, qu'on connaît très bien tous les deux depuis près de 20 ans, évidemment. Et puis, je pense aussi à Carline, parce que je sais que Carline et les enfants sont des pièces maîtresses, en tout cas dans ta réussite. Carline, toujours discrète, une femme de l'ombre, mais ô combien importante aussi dans tes succès. Merci beaucoup, François.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.